BIAO Côte d'Ivoire vous propose Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je suis né congolais, je suis devenu oubangien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis. C'est pour la raison pour laquelle j'ai choisi le terme République centrafricaine pour désigner ce pays de l'Oubangui-Chari qui est devenu le mien. Mais encore une fois, je ne suis pas né oubangien. Quand je suis né, ma région faisait partie du Maya-Congo et il fut un temps où le territoire de l'Oubangui faisait un seul avec celui du Tchad, puisque nous avions eu le gouverneur de l'Oubangui-Chari-Tchad qui gouvernait un seul territoire. Les États-Unis d'Afrique latine, c'était son credo. Bien avant ce que l'on a considéré comme les théoriciens d'une unité continentale, il militait déjà dès la fin de la décennie 1940 en faveur d'un ensemble qui regrouperait les territoires d'Afrique équatoriale ayant en partage les langues d'origine latine. Pour lui, les poussières d'État ne pouvaient constituer une force face aux grands ensembles mondiaux, notamment européens. L'abbé Barthélemy Boganda, le père de la nation centrafricaine, n'aura malheureusement pas bénéficié de la même publicité que les autres leaders qui ont créé l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 à Addis Abeba. Et pourtant, son combat avant-gardiste, d'abord pour cette union d'Afrique équatoriale française, puis pour l'indépendance, lui aura coûté très cher, très cher. Plus cher qu'à la plupart de ceux des panafricanistes qui occupent des places de choix dans les manuels d'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans ce magazine consacré à l'histoire du continent noir, nous avons décidé de lui consacrer une série de 4 éditions. Nous sommes à Bangui et nous allons aller à la rencontre de quelques-uns de ses compagnons de route, de quelques personnes qui l'ont bien connu et qui ont même pour certains travaillé avec lui. Dimanche 29 mars 1959. En ce jour de Pâques, tous les membres du gouvernement centrafricain sont réunis sur l'aérodrome de Bangui pour accueillir leur président qui est allé à Berberati dans l'ouest du pays dans le cadre de sa campagne pour les élections législatives locales. Il est question de hisser un drapeau dans cette bourgade. À l'assistance aux autorités réunies à l'aéroport, on annonce dans un premier temps que l'avion de la compagnie UAT, qui assure la liaison Berberati-Bangui, a dû retarder son départ par suite d'une tornade. La nouvelle est vite démentie. L'avion a bien quitté Berberati à l'heure fixée. Avec les heures qui s'égrènent s'installe l'angoisse. Elle va grandir avec la nuit qui tombe sur la capitale de l'ancien territoire d'Oubangui-Chari. Les informations sur l'avion se succèdent sans jamais être confirmées par l'équipage qui ne répond toujours pas. On apprend par exemple que l'appareil en difficulté a été contraint d'atterrir sur un aérodrome du Cameroun voisin. L'information démentie quelques instants plus tard. En fin de soirée, le gouverneur Paul Bordier annonce aux ministres et corps constitués qui attendent toujours sur place que des villageois de la région de la Lobaye auraient découvert les débris d'un avion. L'appréhension grandit et devient insupportable à tel point qu'à 1h du matin, les ministres du gouvernement décident de prendre la route Bangui, Boda, Carnot, Berberati pour aller à la rencontre de leur chef. Pour eux, il faut absolument savoir ce qui est arrivé au personnage le plus important de la Centrafrique. Il faut dire que des forces de l'armée avaient déjà entamé plus tôt des recherches dès la tombée de la nuit. Ici René Branella qui vous parle de Brazzaville. La disparition brutale d'une heure Atlas de l'UAT dans lequel avait pris place M. Boganda, président du Conseil de la République centrafricaine, provoque à Brazzaville et à Bangui une émotion considérable. Cette disparition a été en quelque sorte double, puisqu'au début de cet après-midi, la colonne de secours qui avait atteint au prix de 1000 difficultés l'épave d'un avion repéré hier soir signalait que cette épave était celle d'un DC-3
accidenté il y a une douzaine d'années. On se trouve donc à l'heure actuelle devant un nouveau problème dont les données se résument à ceci. Le Nord Atlas disparu avait quitté Berbérati, situé à 320 km à l'ouest de Bangui, hier après-midi vers 15h35 local. 14 minutes après son départ, il avait envoyé un message radio signalant qu'il arriverait vers 17h local à Bangui. Depuis ce moment, on n'en a aucune nouvelle. L'appareil disparu depuis hier était un cargo assurant une liaison régulière entre Berbérati et Bangui et prenant à l'occasion quelques passagers. Il était en bon état et les caractéristiques du Nord Atlas lui assuraient une grande sécurité. Il n'est pas absolument exclu que le Nord Atlas dans lequel se trouvait M. Boganda ait pu se poser dans une des zones de savane qui jalonnent le parcours aérien Berbérati-Bangui. Toutefois, on ne peut se dissimuler que le silence de l'appareil n'incline pas à beaucoup d'optimisme. En effet, les moyens radio du bord étaient tels qu'en principe une panne totale ne pouvait guère se produire. L'émotion, ai-je dit au début de cette communication, est considérable à Bangui. Elle est aussi bien le fait des Européens que des Africains. Le président du Conseil de la République centrafricaine est une très forte personnalité qui a marqué de son empreinte non seulement Lubangui-Chari, mais l'ensemble de l'ex-fédération et la naissante communauté franco-africaine. M. Boganda, qui a l'art des formules frappantes, avait comme projet majeur de réaliser ce qu'il appelait une Afrique latine. Il faut souhaiter que la disparition de M. Boganda ne soit que de quelques heures. Mais au fait, qui est en réalité ce Barthélemy Boganda dont le retard inquiète tant les Centrafricains et même les responsables de toute la sous-région Afrique équatoriale française? En 1899, pour profiter du boom du caoutchouc, la France accorde la quasi-totalité de l'Ubangui à 70 sociétés concessionnaires dotées de pouvoirs illimités. Afin d'exploiter le caoutchouc, mais aussi de se procurer l'ivoire, elles y instaurent un régime de terreur. C'est le début de l'enfer pour les Ubanguiens. Les nouveaux maîtres des lieux, les agents des sociétés concessionnaires, incendient des villages, massacrent les habitants, prennent des otages. Ce qui va aboutir à des révoltes comme celle dirigée par Baram Bakiédé de 1906 à 1909, ou encore la guerre de Congo-Wara menée par Kanou de 1928 à 1932. C'est dans ce climat de terreur que vient au monde le petit Boganda, qui signifie « je suis ailleurs ». Je suis nulle part. L'état civil veut que le jeune garçon soit né en 1910, mais en réalité, les conditions dans lesquelles il voit le jour ne permettent pas de fixer clairement la date de sa naissance. Ce que l'on sait avec exactitude, c'est qu'il voit le jour dans une petite localité de la Lobaï, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Bangui, autour des années 1908-1912. Puisqu'il faut retenir une date de naissance, l'état civil choisira le 10 avril 1910, de façon arbitraire. Quelle importance cela peut-il avoir dans la vie du jeune orphelin qui vient au monde dans un village particulièrement éprouvé par la colonisation, mais aussi par un drame plus douloureux encore. Il naît quelque temps seulement après que son père, Salarpé, un notable de Bobangui qui possédait de vastes palmeraies et 5 épouses, ait été assassiné au cours de l'une des opérations militaires menées contre son village. Il ne connaîtra donc jamais son géniteur. Il ne profitera pas non plus bien longtemps de sa mère Siribé, puisqu'il a à peine 3 ans lorsqu'un milicien va la battre à mort devant ses yeux parce qu'elle n'a pas apporté suffisamment de caoutchouc à la compagnie forestière Sanga Ubangui, concessionnaire du pays. Il faut dire que la loi imposait un quota aux indigènes. Sa mère n'a pas pu en récolter assez. Maurice Saraba est maître de conférences en histoire à l'université de Bangui en Centrafrique. La maman de Boganda a été battue par les miliciens, c'est-à-dire, c'était des militaires qui n'avaient pas de fusil, qu'on appelait des miliciens à l'époque. Et la pauvre femme a succombé de suite de blessures, de coups qu'elle avait reçus. Donc cela a beaucoup marqué Boganda. Donc son papa aussi. Donc, Boganda s'était retrouvé orphelin de père et de mère. Comme le veut une certaine tradition en Afrique, le jeune orphelin va être confié à un membre de la famille qui devient ainsi son tuteur. Mais lui aussi ne vivra pas bien longtemps pour élever le jeune garçon, puisqu'il mourra dans les tranchées de Verdun, où il a été mobilisé pour aller combattre aux côtés de la France lors de la Première Guerre mondiale. Abel Ngoumba est l'un des compagnons de lutte de Boganda. Il faisait partie
des orphelins du village. C'est la descente aux enfers pour le jeune orphelin du village abandonné de tous. C'est un jeune homme d'une dizaine d'années environ, couvert de plaies purulentes et de variole que le lieutenant Meyer, chef de la circonscription de la Lobeille au Moyen-Congo, va recueillir en 1920. Il va aussitôt le placer dans un orphelinat de fortune en Baïki. Un missionnaire spiritain de passage, le père Herriot, remarque ce garçon un peu turbulent à l'esprit particulièrement vif. Il décide alors de l'emmener avec lui à la mission Saint-Jean-Baptiste de Bétou sur les bords de l'Ubangi. C'est dans ce lieu qu'il va découvrir l'école que les missionnaires fixeront justement sa date de naissance. 1910, année de création de l'Afrique équatoriale française. Au début de sa scolarité, le jeune garçon apprend le lingala, une langue parlée au Congo belge ainsi qu'au Congo français. Et très très tôt, devant la souffrance des siens, devant la brutalité, je dirais la barbarie du colonisateur, il est décidé à devenir prêtre. Il croit qu'il pourra ainsi mettre fin aux souffrances infligées à ses frères. Formé à la mission Saint-Paul des Rapides à Bangui et baptisé en 1922 sous le prénom de Barthélemy, Boganda achève ses études primaires 2 ans plus tard. Maurice Saragba, maître de conférences en histoire à l'université de Bangui en Centrafrique. Il a été envoyé à Kisantu, c'est-à-dire au Congo belge, aujourd'hui on appelle RDC. Ensuite, là c'était sous les prêtres jésuites, mais on va l'envoyer à Brazzaville aussi sous les spiritains, qui vont aussi s'occuper de sa formation. Quand il aura terminé le petit et moyen séminaire, et il reviendra ici à Bangui, à Saint-Paul, où il va enseigner le catéchisme, et aussi, il tiendra une classe de CM2, il paraît. De là, il va être envoyé à c'est pas Brazzaville, mais à Mboli. Mboli, ça se trouve donc au Cameroun, non loin de Yaoundé. Et il va parfaire donc ses connaissances en théologie. Le 27 mars 1938, dans la cathédrale Notre-Dame de Bangui, Barthélemy Boganda reçoit l'onction sacerdotale en présence de 3000 fidèles. C'est le premier abbé de l'Ubangi, Maurice Saragba. Il a été d'abord diacre en 1937 et puis en 1938, c'est-à-dire 1 an après, on a fait de lui abbé. Donc c'était le premier abbé de l'Ubangi-Chari et le premier abbé africain en Ubangi-Chari devenu République centrafricaine. Le jeune prêtre reçoit son onction au moment où partout dans l'Ubangi, devant la chute du prix du caoutchouc, s'intensifient les violences, les maltraitances contre les populations locales à qui l'on continue d'imposer des redevances particulièrement fortes. Les sociétés concessionnaires sont de plus en plus voraces et le travail forcé continue. La culture du coton, introduite après la chute des cours du caoutchouc, permet d'exploiter davantage la population. Et les autorités continuent de prélever par force des hommes, des volontaires forcés, comme les baptisera l'écrivain André Gide, pour travailler sur l'immense chantier du chemin de fer du Congo-Océan, lancé en 1921. La tribu et le clan de Boganda, à l'époque du Congo-Wara, se trouvaient d'ailleurs plus que partout ailleurs, livrés aux exactions des agents de la compagnie forestière Sanga-Ubangi. Son propre village, Bobangui, était à nouveau victime de sévices de toutes sortes. Un certain nombre de parents du jeune prêtre avaient été jetés en prison. L'un d'entre eux, Midogon, avait été battu à mort dans le bureau du chef de subdivision. Il laissait plusieurs orphelins, dont un garçon de 6 ans du nom de Jean Bédel Bokassa. Maurice Saragba, maître de conférence à l'université de Bangui. Mais oui, mais il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup d'assassinats crapuleux sur ces populations. Je prendrai le cas de Nzila Kieman. Nzila Kieman, c'est un chef de tribu Mbaka, c'est-à-dire dans la Lobaye. Il a été arrêté de manière arbitraire, envoyé devant le juge, et c'est le juge d'instruction qui va ordonner qu'il soit tabassé, rôti par les gardes qui étaient là, jusqu'à ce que le pauvre, l'infortuné, ait 2 côtes de cassé. Voyez-vous? Et il y a eu, par exemple, à cette époque, et c'était fréquent, on implantait des pointes, des clous dans les crânes des gens pour pouvoir abréger leur vie à cette époque-là. Donc il y a plusieurs exemples. Partagé donc entre les malheurs des siens et sa volonté d'être français, l'abbé Boganda doit opérer un choix difficile ou jouer sur les 2 tableaux. Bumba, l'un de ses principaux collaborateurs. Lorsqu'il est sorti prêtre, en 1938, oui, je crois, c'était le premier prêtre, et il se posait déjà un problème. Il dit, bon, moi, je connais la civilisation occidentale dominée par le
catholicisme. Le catholicisme enseigne l'amour, etc. Tout. Mais je vis dans une colonie où les prêtres, les catholiques, se conduisent véritablement comme des bourreaux, comme des sauvages. Alors, moi, je ne sais pas. Ils se rebellaient déjà. Boganda, qui commence son ministère, va se singulariser par l'accent qu'il met sur l'éducation et les transformations sociales. Il mesure l'importance de l'école pour les siens. Leur délivrance, leur émancipation passe par là. Il estimait que l'action des missionnaires en matière scolaire restait trop prudente. Il leur reprochait de privilégier le catéchisme. Abel Goumba, un de ses élèves à cette époque-là. J'ai rencontré ce personnage-là à Bambari au collège. Vous savez que après la Grande Guerre, on a créé des collèges dans les 4 territoires de l'ex-Afrique équatoriale française. Nous étions de la première promotion. Et Boganda, vers 1941-42, venait d'être affecté à Bambari. Il s'occupait de Bambari, de Bangassou, de Grimari aussi. Et il était notre aumônier qui nous a donné un enseignement complètement contraire à celui que dispensaient les maîtres français. On laissait un peu de côté l'évangile, hein. Et on dit, mais quelle est cette histoire? On nous apprend à l'école là-bas que le noir est anthropophage, qu'il n'a rien créé, il n'a créé aucune merveille, il n'a aucune civilisation, et que les Blancs, les Européens, sont venus pour nous civiliser. Et sur le plan religieux surtout, que descendants de Cham, nous avons été maudits par notre père Noé, et que alors tout ça, ça nous donne un complexe d'infériorité qui ne nous arrange pas du tout. C'est là où on disait, mais attention, Casco. D'abord, les maîtres de ce monde-là, c'était les Noirs. Il y a 4 ou 5 000 ans, florissait en Égypte une civilisation véritablement scientifique. Hein, tout. C'était pourtant avant que Cheikh Anta Diop ne développe cette thèse. Oui, avant que moi je ne connaissais pas Cheikh Anta Diop. On entrait en première année de collège à Bambari. On ne savait rien. C'est lui qui nous disait que non, il y a 4 ou 5 000 ans, florissait en Égypte une civilisation véritablement scientifique, rationnelle, etc. Que les Égyptiens. Comment les Nubiens, vous voulez dire? Non, la Grèce, que les Grecs, hein, les savants grecs, allaient tous pratiquement en Égypte recevoir l'enseignement des maîtres qui étaient là. En 1942, Boganda, qui aspire à plus de responsabilités, va se voir confier la subdivision de Grimari, ce qui l'éloigne quelque peu de ses supérieurs de Bambari. C'est à ce poste qu'il va véritablement prendre la mesure du rôle des partis à l'œuvre de l'éducation. Il tente, avec la faiblesse de ses moyens, de la développer auprès des villageois, mais il se heurte tant à la résistance des familles restées attachées à l'initiation traditionnelle qu'à celle de l'administration. Le retard de scolarisation est alors considérable. Plus d'un demi-siècle après l'arrivée des Français sur le Congo, la scolarisation en Afrique équatoriale française est à peu près nulle. On ne compte dans toute la fédération que 7000 élèves environ, confiés à une vingtaine d'instituteurs et à quelques 300 moniteurs, pratiquement sans formation. En plus, la majorité des écoles étaient concentrées au Gabon et au Moyen-Congo. En Ubangi-Chari, nombreuses étaient les circonscriptions dépourvues de toute école, ce qui avait pour effet de faire enrager l'abbé Boganda, pour qui son action religieuse était inséparable de son action sociale. Février 1944. Le grand événement pour l'Afrique francophone est la conférence de Brazzaville. Sous la présidence du général de Gaulle, une conférence de gouverneurs généraux et de gouverneurs formule des propositions dans le sens d'une transformation du régime colonial.
Elle entend, entre autres, que soit mis fin aux pratiques du travail forcé qui avaient eu en Afrique équatoriale française plus particulièrement des effets catastrophiques. Aucun représentant de la population ne participe à cette conférence purement administrative. En réalité, cela ne va rien changer sur place puisque les colons, aveuglés par le racisme et surtout mus par la volonté de sauvegarder leurs intérêts, ne vont pas tenir compte des résolutions adoptées lors de cette conférence. Mais la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle ont participé les populations de l'Afrique équatoriale française va changer la donne. Le général de Gaulle a compris que la France ne peut plus continuer de tenir les indigènes à l'écart de la vie politique. Cette prise de conscience va conduire à la tenue en octobre 1945 d'élections pour la première assemblée constituante qui permet pour la première fois, excepté bien sûr le cas du Sénégalais Blaise Ndiaye dans les années 1910, aux élus africains de faire leur entrée au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française. Mais les populations de Lubangui-Chari, où il n'y a aucune activité politique, vont être représentées par 2 colons réélus lors du deuxième scrutin en juin 1946. Ils vont être quelques-uns, les Oubanguiens, qui vont s'émouvoir, qui vont protester de se voir représentés par des personnes, par des élus qui les traitaient comme des sauvages. Abel Ngoumba, ancien étudiant de l'abbé Barthélemy Buganda, fait partie de ceux-là. Et avec quelques amis, ils vont maintenir une pression sur Buganda qui, à leurs yeux, a le potentiel pour parler en leur nom, afin qu'il se présente aux élections législatives de novembre 1946. Soutenu par sa hiérarchie, l'homme de Dieu accepte de se lancer dans cette aventure, non sans une certaine résistance. Monseigneur Grandin, son évêque, va l'assister dans toutes les démarches nécessaires pour l'organisation de ce scrutin. Il va même payer sa caution et imprimer sa profession de foi et les bulletins de vote. Dans cette profession de foi, Buganda présente son mandat comme la continuation de sa mission sacerdotale. À Bangui, Barthélemy Buganda ne va obtenir que 285 voix. Il est largement distancé dans la ville par Songo Mali, appuyé par les Européens. Mais pour l'ensemble du territoire, il distance de près de 5000 voix Tarquin talonnées par Songo Mali. Le premier prêtre oubanguien devient, avec plus de 9500 voix sur 21 000 votants, le premier député autochtone. Il va donc, à partir de cet instant, représenter son peuple au Parlement de la République. Le jeune député sans appartenance politique fait son entrée au Palais Bourbon le 3 décembre 1946 et siège aux côtés du mouvement républicain populaire, le MRP. Son rêve, ses priorités sont la fin du travail forcé, l'abolition du régime de l'indigénat, l'égalité des droits entre blancs et noirs, la justice pour tous, la fin du racisme, une rémunération juste et équitable pour les producteurs de coton. Mais il va très vite se trouver face à un mur, à une assemblée qui ne l'écoute même pas. Ces thèmes vont d'ailleurs totalement l'isoler. Il s'attire la haine des milieux coloniaux de l'Ubangui qui vont désormais l'affubler de tous les noms. Pitre dangereux, agitateur anti-français, gros macaque bon pour le siècle. Malgré ses attaques très souvent racistes, Buganda ne se démonte pas. Le 5 mars 1947, il prend vivement à partie le ministre de la France d'Outre-mer, Marius Moutet, qui venait de déclarer sans sourciller devant les membres de la commission qu'il n'était plus question de travail forcé en Afrique. Buganda se trouve donc bien seul en son territoire. En 1946, Buganda va s'en prendre au coton qui joue le même rôle que le caoutchouc, alimentant le trésor public, procurant à des sociétés privées un profit dont celle-ci soulignait le caractère modeste, mais ne permettant pas l'amélioration du sort d'une population misérable. L'Afrique équatoriale française se trouvait liée aux sociétés cotonnières par des conventions renouvelées en 1946 et que le député de Lubangui comparait aux fameuses concessions de 1899, celles qui conféraient aux sociétés un monopole d'achat, d'égrainage et d'exportation du produit, leur garantissant même un bénéfice constant. Barthélemy Buganda, devant tant d'hostilité, devant un pouvoir central qui détourne le regard, va très vite perdre ses illusions sur l'efficacité du travail parlementaire. Au moment où s'engage en Indochine une rude et longue guerre coloniale, il se rend un peu plus compte que personne ou presque ne s'intéresse aux destinées de l'Afrique noire. Celle-ci reste à peu près totalement
inconnu en France. Mais il continue de rappeler que la décolonisation est urgente. Selon lui, la France métropolitaine ne devait pas la différer, car elle avait contracté une dette à l'égard de l'Afrique, tant en raison des souffrances imposées aux populations que des sacrifices consentis par ceux qui avaient combattu dans les forces françaises libres. Mais si son discours pouvait être partagé par d'autres Africains présents au Palais Bourbon, le député de Lubangui-Chari était cependant très isolé. Il reprochait à ses collègues du Rassemblement démocratique africain, le RDA, leur apparentement au Parti communiste. Et même si en août 1947, il avait suscité la formation d'une union oubanguienne censée regrouper tous ceux qui souhaitaient contribuer à l'évolution du pays, il refusait d'en prendre la présidence. Il l'avait d'ailleurs laissé à Georges Darlan, le frère du conseiller de l'Union française, pour n'accepter que le poste de conseiller. Pour avoir les moyens de sa politique, il pense désormais de plus en plus à la création de son parti, mais un mouvement politique qui ne se limiterait pas à Lubangui-Chari. Pour lui, toute action pour l'évolution des peuples africains s'inscrit dans une démarche plus large que de micro-territoires. Elle doit dépasser les frontières de poussière d'État, comme il disait, parce que pour lui, les cadres administratifs dans lesquels on les enfermait ne correspondaient pas à grand-chose. C'est le début de son idée des États-Unis d'Afrique latine dont nous parlerons dans la suite de cette série que nous consacrons à Barthélemy Boganda. Rendez-vous donc pour la suite d'Archives d'Afrique dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé